Bonjour, chers amis. Voilà, nous n'avons pas pu faire ça hier à cause des responsabilités. Alors, nous allons publier aujourd'hui le troisième thème qui nous conduit vers notre désir de créer un bon groupe qui puisse gérer nos plateformes d'Internet, nos plateformes dans le réseau d'Internet. Alors, nous sommes dans la troisième proposition de thème. Cette fois-ci, le thème va sur la sécurité informatique. La sécurité informatique appliquée à Sani et Salvi Sets Universalis. Sécurité informatique. Nous avons jugé bon, avant de vous donner accès à des serveurs, comme nous avons vu, il faut passer par avoir des connaissances bien claires sur un thème sans lequel aucun système informatique dans le monde peut être sûr. Donc, nous devons avoir des notions, avoir les critères nécessaires pour qu'un système, n'importe lequel, d'information soit dans des conditions minimalement assurées. Donc, la sécurité informatique, commençons par définir ce que c'est. C'est quoi quand on parle de sécurité informatique? La sécurité informatique consiste à protéger un système de trafic d'informations contre toute violation, toute intrusion, toute dégradation ou vol des données au sein des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je passe dans les définitions que nous avons déjà vues. Je ne vais pas insister dessus, sinon nous n'allons jamais terminer un cours. Donc, il s'agit donc de protéger les acteurs légitimes des systèmes TIC contre toutes sortes d'agressions qui puissent déstabiliser son normal fonctionnement. Cette protection concerne donc tous les aspects et niveaux de production, de gestion, de communication, de partage et consommation des données gérées par n'importe quel système d'information. Alors, il faut protéger trois choses principalement. Il faut protéger le hardware, il faut protéger le software et il faut protéger les personnes. D'abord, la protection du hardware.
Nous avons dit que parmi les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir nous connecter en ligne, il faut avoir des ordinateurs, un ordinateur. Il faut avoir un dispositif qui nous permette de consolider un cadre physique où nous pouvons localiser notre poste de connexion. Les outils matériels de l'utilisateur final, les outils matériels de transport, les outils de gestion physique, la protection et la redistribution des données ont besoin d'un support physique qu'il faut protéger. À partir des propres utilisateurs finaux, n'importe quel utilisateur d'un ordinateur, le propriétaire d'un téléphone mobile, pour se connecter, il faut avoir ce dispositif-là. Au niveau des utilisateurs, un simple ordinateur, un simple téléphone est déjà un hardware qu'il faut maintenir protégé. Au haut niveau, dans des serveurs, il y a des centres de traitement de données qu'il faut protéger. Même au niveau de l'architecture, il faut, lorsqu'on construit un centre national de traitement de données, nous devons protéger le centre contre les incendies, contre les inondations, contre n'importe quelle attaque physique contre les infrastructures pour héberger le traitement des données. Donc, il faut protéger le hardware. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut protéger le software. Bon, le software, comme nous avons défini, je ne voudrais pas recommencer au point zéro sur la définition de software, vous n'avez qu'à vous rappeler. Il s'agit des outils logiciels, par exemple, des données numériques. En parlant de logiciels, il s'agit des logiciels de base, par exemple les systèmes d'exploitation, Windows, Ubuntu, les systèmes Unix, des systèmes Android. C'est aussi un logiciel de base. Android, iPhone, etc. Bien. Il faut les protéger. Il faut protéger ces systèmes d'exploitation contre des attaques inattendues. Il faut protéger les éléments immatériels utilisés par les acteurs légitimes du système d'éthique. C'est, en résumé, l'aspect de protection du software. Finalement, le troisième aspect à protéger les personnes. Les personnes dans un système d'information, dans un TIC, peuvent être les acteurs du propre système, peuvent être des individus affectés par les systèmes, les propriétaires des données qui sont traitées. Et ces personnes peuvent aussi être des passifs, c'est-à-dire, par exemple, des données concernant un enfant peuvent être traitées de manière informatisée, mais ils ont besoin d'une protection spéciale, effectivement, parce qu'ils sont des enfants.
il faut les protéger. Il y a des lois qui protègent spécialement les données des enfants. Ça, toutes ces choses, nous devons les prendre en compte parce que est arrêté, surtout dans Sani et Salvi, Cers Universalis, comme nous connaissons toutes ces contraintes, je le dis déjà, il faut adopter d'ores et déjà la protection des données de vos enfants dans Sani et Salvi, dans toutes nos plateformes. C'est-à-dire, c'est strictement défendu, publié, partagé avec Sani et Salvi et mettre à disposition d'autres membres de Sani et Salvi des images des enfants, même si c'est votre propre enfant, des images, protéger l'identité de vos enfants, protéger leur cadre de vie. Hein? La protection selon les droits de l'enfance sont garantis, hein? La protection des enfants au niveau international et dans le cadre de ce cadre international, toutes les nations sont censées respecter leurs engagements dans ce sens au niveau international. Bien. Donc, il faut protéger les personnes. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication exige de l'ordre, exige de la discipline pour préserver le contrôle des données gérées, certes, mais aussi des individus innocents, comme dans le cas des enfants que je venais d'invoquer, non impliqués dans chacune des millions de processus informatiques qui sont mixés dans la toile chaque jour. Nous devons considérer deux choses. D'une part, l'Internet, communément appelé la toile ou le réseau des réseaux d'information. L'Internet et l'utilisation des processus informatisés ont connu un essor rebondissant de l'ordre de 180% cette dernière décennie. Internet est entré dans notre vie de la manière que jamais dans la vie nous avions soupçonné. Nous vivons déjà avec Internet. Mais cela exige aussi prendre en compte que, au même moment que Internet a progressé de surmanière, il y a aussi une tendance à aller plus loin. Hein? La science continue à agir. La science continue à progresser, à trouver des performances beaucoup plus alarmantes dans le bon sens, pour améliorer la vie des citoyens. Mais notre vie, il faut aussi le considérer, notre vie dépend déjà de plus en plus de ce que déterminent nos relations avec Internet. Nous avons un exemple que tous nous avons vécu avec le Covid. Si nous n'avions pas de téléphone mobile smartphone avec Internet, avec le WhatsApp, avec Messenger, avec Twitter,
avec d'autres applications de communication entre des personnes, qu'aurait-il été de nous? Qu'est-ce que nous aurions pu faire si on n'avait pas ces moyens pendant le confinement du Covid? C'est-à-dire, nos relations, telles que nous connaissons nos relations avant le Covid, on allait visiter des amis, on parlait avec eux, on se prenait les numéros de téléphone, on faisait des excursions, on faisait tout, bon, on s'embrassait, bon, tout était normal. Le Covid arrive, on nous impose un confinement à tout le monde entier. Alors, l'unique manière de maintenir nos communications a été vraiment l'Internet. Donc, l'Internet, avec les WhatsApp, nous pouvions passer les messages de famille en famille, d'amitié en amitié, avec le Messenger, avec n'importe quelle application, les courriers électroniques. Nous pouvions nous communiquer. Bon. Donc, nous disions, d'une part, l'Internet et l'utilisation des processus informatisés est une bonne chose qui nous a mis à la page de la modernité au sens de la communication et des techniques d'information. Mais d'autre part, les menaces. Nous ne sommes pas épargnés des centaines de mille de menaces chaque jour enregistrées dans la toile des réseaux d'information. Beaucoup de menaces au même rythme, peut-être même plus, que l'avancée des systèmes d'information de l'Internet. Les menaces ont aussi augmenté. Elles se sont sophistiquées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les menaces ont fait de la sécurité informatique une nécessité impérieuse pour tous les types de structures. Qui n'a pas vu la menace des virus informatiques? Certains ont vu leurs données personnelles arrachées, volées à cause des arnaqueurs d'informations. Il y a un plan complet de possibilités de souffrir des menaces dans nos communications d'Internet. Alors, tout cela se résume en une grande lutte. Mais lutte contre quoi? Voilà le deuxième volet de notre présentation. La cybercriminalité. C'est quoi la cybercriminalité? Tenant compte des réalités définies dans la partie A de la définition de la sécurité informatique, tenant compte de ces réalités et de cet exposé que nous avons donné, en particulier à propos des menaces avérées multiformes contre le système TIC, il devient impérieux, nécessaire, de prendre des mesures extrêmement agressives. Agressives dans le sens que les menaces dont nous avons parlé plus en haut sont d'autant plus agressives
autant pour moi que la riposte doit aussi être plus agressive encore pour pouvoir les contrôler. Nous devons contrôler nos mœurs. Nous devons contrôler, observer les lois contre la cybercriminalité. Comment pouvons-nous définir les actes de la cybercriminalité? Comment pouvons-nous savoir que cet acte est propre de la cybercriminalité? Bon, il y a beaucoup de conventions qui ont défini cela. Il y a la Convention européenne de la lutte contre la cybercriminalité. Il y a la Convention de Budapest qui a défini aussi ces aspects. Alors, nous allons partager juste pour avoir une idée claire. L'accès illégal à un système informatique, l'interception illégale des informations, l'interférence dans les données, manipulation de données, interférence du système, dévier, introduire des éléments qui puissent adultérer les éléments du système, utilisation abusive des appareils, falsification informatique, fraude informatique, pornographie enfantine. C'est certains des aspects qui conforment la lutte contre la cybercriminalité. Loin d'être une liste fermée, ces comportements-là, ces comportements délictueux en sécurité informatique, en tenant compte du rebondissement et aussi la sophistication, je vais le dire bien, des méthodes de cybercriminalité, il est de devoir considérer d'autres méthodes menaçant l'intégrité des composants qui n'ont pas été catalogués plus haut. Nous pouvons citer par exemple la fraude par email, du courrier électronique et par voie d'Internet, l'usurpation d'identité. Combien de fois nous avons parlé de l'authentification? Nos statuts et tout ça, là, ça nous exige de faire le code 3U et conserver notre identité du code 3U. Nous avons maintes fois insisté sur ça. Beaucoup qui n'ont pas compris, eux, ils ne savent pas que nous manions des éléments beaucoup plus sérieux qui sont les éléments de protection et d'accomplissement des critères de sécurité informatique. Ce n'est pas Joseph qui invente ça, mais Joseph est conscient des enjeux en sécurité informatique qui exigent vous éviter à tomber le jour de demain dans une frauduleuse attitude, et nous voulons les corriger dès le début. Dès le début, nous verrons que même au Burundi, ces mesures sont prises. Les mesures de prévention et les mesures de lutte contre la cybercriminalité. C'est pour ça que nous insistons. Nous voulons vous amener à une conduite naturelle de respect des identités.
l'usurpation d'identité, le vol de données, de coordonnées bancaires ou de données financières. Hein? Le vol. Le vol peut commencer à 1 franc. Hein? Le vol, c'est le vol. Ça peut commencer à 1 franc. Et il y a des méthodes, vraiment, des milliers de méthodes. Hein? Le vol de coordonnées bancaires ou de données financières. Le vol et la vente même des données d'entreprise. Le vol de données d'entreprise. Le vol des données de l'ONG Sani et Salvi. C'est-à-dire, vous êtes entré dans un système de Sani et Salvi. C'est une entreprise, c'est une ONG qui a ses statuts et qui a son fonctionnement. Vous êtes un inconnu quand vous entrez. Alors, lorsque vous entrez dedans, vous allez trouver d'autres personnes qui sont dans le groupe, dans l'ONG. Vous n'avez pas le droit, aucun droit, à verser les données des personnes que vous avez trouvées dans les systèmes informatiques de l'ONG, les verser dans votre mobile. Vous avez connu ces personnes dans le groupe que vous appartenez. Maintenez vos relations là-bas, dans les groupes. Mais lorsque vous versez ces données dans votre téléphone propre, vous êtes en train de voler les données de l'entreprise. Les données qui sont... Nous sommes obligés de protéger ces données que les gens nous donnent. Votre téléphone, par exemple. Hein? Vous donnez votre téléphone avec le code 3U. Sauf si vous donnez l'autorisation, hein, comme vous avez dans le formulaire, il y a une partie que vous dites, ah, nous acceptons les conditions de confidentialité, des choses comme ça. Vous avez coché ça. Hein? Sauf dans ce cas, votre téléphone ne peut pas être communiqué à n'importe qui. D'accord? On ne peut pas communiquer vos données à n'importe qui. Et nous avons beaucoup de personnes avec lesquelles nous maintenons des relations. Vous croyez que nous, on ne peut pas volker vos données comme ça, là, comme vous le faites? Nous pouvons le faire. Nous pouvons le donner à n'importe qui. Mais tout au contraire, on nous oblige à protéger vos données. Vous aussi, vous devez protéger nos données. Parce que lorsque vous prenez les données de l'entreprise et vous les mettez dans votre téléphone, ces données que vous avez mises dans le téléphone, nous ne pouvons plus les protéger. Alors que la loi nous oblige à protéger les données que les autres, que vous avez pris. Donc, c'est un vol de données. D'accord? Vous n'êtes pas autorisé à le faire. Bon, ce n'est que une partie de l'affaire. Hein? Je le commente pour que vous sachiez, hein, que le fait de ne pas vous agacer avec ce type de choses, ce n'est pas que vous êtes en train de faire des choses correctes. Hein? Et je le dis bien clair. Hein? Je le dis bien clair. Maintenant, après le cours que nous allons faire, vous aurez accès à nos sites web. Mais si je ne vous dis pas que ce n'est pas correct et c'est un délit, prendre les données et les utiliser hors de l'ONG, si je ne vous dis pas ça maintenant, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez accès à des millions et des millions de données de nos plateformes en entrant par le back-end? Hein? Parce que nous allons vous enseigner à entrer dans le back-end où est-ce que nous gardons les données dans la base de données, dans je ne sais pas quoi. Quand vous allez avoir accès à ces données, qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Vous allez faire. Alors, nous autres, nous avons l'obligation d'aller petit à petit, comme disait mon ami, je le dirais, Juven.
il disait petit à petit. Après, en anglais, step by step. Hein? Donc, nous préférons aller petit à petit pour que vous compreniez petit à petit que lorsque vous allez entrer dans des circuits, immédiatement, le sabotage va être repéré immédiatement. Parce qu'il y a quelque chose que nous autres, les informaticiens, nous savons, et nous allons le voir plus tard, c'est la traçabilité des actions qui se commettent dans un serveur. D'accord? Nous pouvons savoir exactement à quelle heure, à quel moment et qui est entré dans telle section. Même si vous avez accès, nous saurons que c'est vous qui avez fait cette action, c'est telle identité, telle IP qui a pu agir dans un certain sens ou dans un autre. Bien. La cyber-extorsion, les attaques ransomware, le cryptojacking, le cyberespionnage, intercepter illégalement ou voler des données, perturber les systèmes. Nous avons eu le cas où le système a été totalement déstabilisé à cause d'une personne qui a pris le rôle d'administrateur et il a changé l'administrateur qui était l'ONG. Ça nous a arrêté le travail pendant un mois et demi. Perturber les systèmes, ça là, c'est un délit. D'accord? Nous devons le dire pour que vous le sachiez. Violer les droits d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à publier n'importe quoi qui vous arrive. Et ne partagez absolument rien. Avec Sani et Salvi, il ne faut jamais partager quelque chose. Parce que vous ne savez pas ce que vous partagez, si vous avez les droits d'auteur ou pas. Et alors, quand nous autres, dans notre site web ou dans nos plateformes, vous partagez des choses dont vous ne possédez pas les droits d'auteur, c'est à nous qu'ils vont poursuivre. D'accord? Faire des paris illégaux, profiter des infrastructures d'une organisation pour collecter des ressources au nom de celle-ci, vendre de façon illégale des articles en ligne, solliciter, produire ou posséder du contenu pédopornographique, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est pour citer quelques comportements. Toujours est-il que les statuts et les organes de direction sont à mesure de déterminer quelles sont les actions qui sont permises ou pas dans le fonctionnement de l'ONG. Les actions qui ne sont pas permises, il suffit que soit les statuts, soit le règlement intérieur quand il sera promulgué, soit les responsables de l'ONG dans leur décret, dans leur instruction, il suffit qu'ils disent que telle chose est prohibée, ça se convertit en norme. D'accord? Ça se convertit automatiquement en norme. Et quiconque qui agit contre ces instructions, il n'y a personne d'autre qui donne des ordres dans une structure, dans n'importe quelle structure, dans votre maison, c'est vous qui donnez les ordres, dans votre propre maison. Aucune personne ne peut venir dehors pour venir vous dire dedans dans votre maison, asseyez-vous sur la chaise. Moi, je m'assois sur le dossier, le fauteuil. Non,
C'est vous qui organisez votre maison. Vrai ou faux? D'accord? C'est la même chose. C'est la même logique. Donc, maintenant, abordons le troisième volet. Ça va être beaucoup plus court. Le troisième volet parle des critères de sécurité informatique. Pour qu'il y ait une parfaite sécurité informatique, il faut accomplir 5 critères. 5. Ces choses que je suis en train de dire, il faut très bien les conserver, les garder, parce que ça sera objet d'évaluation. Ça sera objet d'évaluation pour le deuxième niveau de certification. Bien, 5 critères pour qu'un système TIC soit réellement sécurisé. Premier critère, confidentialité. Deuxième, intégrité. Troisième, disponibilité. Quatrième, traçabilité. Cinquième, la non-répudiation. Allons-y un à un avec une petite explication. 1. La confidentialité. Comme son nom l'indique, c'est cette caractéristique d'une information de n'être accessible exclusivement qu'à ceux qui sont autorisés. On est autorisé alors à accéder à une information qu'à travers des méthodes d'authentification. Exemple, code 3U. Vous comprenez que c'est dans la poursuite de la confidentialité que l'ONG Sani et Salvi a imposé la méthode d'authentification code 3U pour pouvoir authentifier et connaître qui est qui dans le réseau social où nous nous trouvons tous, des arnaqueurs, des voleurs, des bandits, mais aussi il y a de bonnes personnes. Et alors, le code 3U rassemble des gens, les mêmes gens qui sont dans nos réseaux, et leur propose de s'authentifier pour pouvoir faire des choses les plus nobles. Et ne pas travailler avec n'importe qui sans savoir qui est qui. D'accord? La confidentialité mérite un certain niveau de confiance issu de l'authentification. Bien. Deuxième critère pour une bonne sécurité, l'intégrité. C'est une caractéristique d'une information de n'être modifiée que par des personnes autorisées et selon un procédé défini. Bien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer le nom. Si vous vous êtes authentifié avec des données dans le code 3U, ne le changez plus. Parce que si vous changez le nom que vous avez mis dans le code 3U, vous changez l'adresse, vous changez n'importe quoi, le jour où le code 3U va pouvoir bénéficier une personne, il va utiliser les informations comme qu'un jour vous avez donné. D'accord? Et si c'est pour payer quelque chose, je ne dis pas que c'est toujours ça.
Je donne un exemple pour comprendre pourquoi l'intégrité des données doit être observée. Il ne faut pas les changer n'importe comment. Donc, si jamais il faut émettre un chèque pour la couverture santé universelle, si vous êtes souscrit, si vous êtes souscrit à la prochaine couverture santé universelle, bon, vous pouvez être sûr que vous allez recevoir à travers les données intègres que vous avez données, vous pouvez recevoir le bénéfice de votre assurance. Mais si c'est truqué, ça va aller à une autre personne. Et il y a aussi des gens comme attaque à ce critère d'intégrité qui ont fait 2 registres de code 3U. 2 registres avec un même téléphone. D'accord? Ça, c'est une attaque à l'intégrité des données. En visant quoi? Ce n'est pas à moi de qualifier, mais je dis... Alors, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait du sang pour ces attitudes, mais nous savons que c'est grave. Alors, ce que nous avons fait, c'est partager, comparer les deux registres et en tenant compte de la date, nous comparons l'ancien registre et le nouveau, et si nous voyons que le nouveau a des données nouveaux, alors nous éliminons automatiquement les données anciennes. Et nous comprenons que c'était pour actualiser. Mais il y aura une autre manière d'actualiser les données sans nécessité d'envoyer un autre formulaire. Parce que lorsque vous envoyez un autre formulaire, vous gâtez les espaces pour pouvoir maintenir la série des numéros. Parce que lorsque vous faites un formulaire, vous avez un numéro de série. Et on ne peut pas revenir derrière pour pouvoir rattraper un numéro de série que vous avez gâté. Parce que l'autre registre est déjà annulé. D'accord? Bien. L'intégrité. La disponibilité. En quoi consiste la disponibilité? La disponibilité consiste à être utilisable, les données, consiste en ce que l'information ou les données doivent être utilisables par son destinataire autorisé et doivent être accessibles, toujours accessibles, tant à l'émetteur ou producteur de l'information qu'à l'utilisateur ou destinataire de l'information à l'endroit et à l'heure prévue. C'est-à-dire, la disponibilité des informations doit être toujours effective. Lorsque je fais une demande, je voudrais avoir les informations sur telle chose. Par exemple, quand vous mettez une adresse web dans votre ordinateur, vous voulez voir une page web. C'est toujours désagréable que lorsque vous attendez la page web, vous recevez un message qui vous dit la page web que vous voulez voir là n'est plus accessible. Là, la disponibilité n'est pas respectée. D'accord? Un exemple. 4e critère, la traçabilité. La traçabilité informatique conserve
permet de conserver les traces de l'état et des mouvements de l'information. D'où est venue telle information? Quand? À travers de quel biais? Hein? À quelle heure cette information est arrivée au serveur? Toutes ces données sont là pour déterminer, définir la traçabilité de l'information. Savoir la route qu'a parcouru une certaine information. Cette traçabilité va en concordance avec le 5e critère, qui est la non-répudiation. Non-répudiation, ça veut dire que lorsque quelqu'un reçoit un courriel, par exemple, une lettre, celui qui a envoyé ne peut pas dire que ce n'est pas moi qui ai envoyé cette lettre-là. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce courriel. Moi, je n'ai pas envoyé ça. Donc, il y a dans la connectivité des données, dans le trafic des données, dans la traçabilité des données, il y a des aspects qui ont une portée de signature. C'est-à-dire, quand vous envoyez un mail, il y a une signature que vous ne voyez pas, sinon que votre ordinateur, votre réseau imprime dans le message une en-tête. Hein? Ceux qui sont des informaticiens, ils doivent apprendre ils doivent savoir que les messages ont toujours une en-tête. Hein? Une en-tête informatisée, numérique. Dans cette en-tête-là, il y a des informations qui permettent de ne pas nier que ce n'est pas moi qui ai envoyé tel message. Donc, la non-répudiation. Donc, voilà les 5 critères. L'intégrité, je dirais bien, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la traçabilité et la non-répudiation. Voilà, chers amis, nous allons arriver au dernier volet, le volet D, basé sur la loi 1/10 du 16 mars, cette année, 16 mars 2022, portant sur la prévention et la répression de la cybercriminalité au Burundi. D'accord? Je vous ai dit que tout ce que je suis en train de parler là, moi je le savais déjà depuis. Je savais sur la cybercriminalité. Mais lorsque nous faisions certaines choses, vous ne pouviez pas savoir que je pouvais vous parler plus amplement de cette situation. Mais c'est nécessaire, maintenant que vous avez un bagage initial, maintenant que nous allons vous introduire à manier des données sensibles dans nos plateformes, vous devez savoir qu'il existe des concepts, des conduites qui sont prohibées. Il y a aussi des lois qui protègent les données et les systèmes. Et principalement au Burundi, il y a cette loi que je viens de citer. C'est une loi qui endurcit considérablement les peines de privation de liberté et aussi des amendes millionnaires. Vous pouvez penser que, monsieur Joseph, mais ça, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas... Le jour où vous allez faire tort à une entreprise
Le jour où vous allez vraiment faire tort à l'ONG à cause de votre mauvais comportement en matière de respect des données du système informatique de l'ONG, il n'y aura pas marche arrière. Vous avez déjà commis une bêtise qui peut vous coûter travailler toute la vie pour payer ça. D'accord? Travailler toute la vie pour payer. Nous, on s'en fout. Ce n'est pas nous. Tu ne vas pas nous payer. Tu vas payer le pays. Hein? Le pays qui a dit qu'on ne peut pas faire ça. Et nous avons transmis. On vous a dit qu'on ne peut pas faire ces choses. Bon, si vous insistez, vous faites ce que vous voulez, le jour où l'administration va détecter ça, ou alors vous avez une demande, une dénonce, alors c'est vous qui... Vous allez travailler toute la vie pour payer l'amende. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je ne peux rien vous dire. Hein? Donc, des amendes milliardaires, millionnaires, je vais dire. Et il y a des peines jusqu'à 10 ans, selon la gravité du problème. Il faut faire attention. Et il y a un principe en droit qui dit que ignorer la loi n'exime pas de son accomplissement. Ah, que vous ne connaissiez pas la loi, ça ce n'est pas le problème du gouvernement. Hein. Ce n'est pas le problème du gouvernement. Le gouvernement a publié la loi dans le bulletin officiel de l'État. C'est à vous de le consulter ou pas le consulter. Mais à vous de vous comporter pour ne pas infringir cette norme-là. Infringer cette norme. Donc, vous ne connaissez pas la loi, ce n'est pas le problème de l'État. L'État a donné la loi depuis le 16 mars. N'importe quel comportement qui attaque tout ce que nous avons dit en haut, hein, vous allez avoir affaire à des peines de... Je vous ai dit que c'est vraiment endurci. Hein? Nous, on a lu la loi. Hein? Et nous allons vous donner la référence pour que vous la cherchiez et vous la lisiez aussi. Vraiment, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est vous former vraiment comme des personnes responsables que, tant dans l'ONG comme dans tous vos services, les services que vous allez avoir hors de l'ONG, vous sachiez que vous avez eu un moment de préparation où on vous a alerté, vous avez été instruit sur le respect de votre relation avec les réseaux et les systèmes d'informatique. D'accord? C'est notre objectif. Un membre de l'ONG, nous devons être sûrs que lorsqu'il va travailler dans une entreprise, nous allons dire, le type là, hein, il est passé chez nous. On met la main au feu pour vous. Hein? Nous devons savoir, nous devons certifier que cette personne, vraiment, hein, connaît ce qu'il fait en matière de cyberopérativité. Bien. Et voilà que nous arrivons à la fin de notre exposé en vous indiquant que nous espérons que cette approche, ce cours, le 3e cours sur la sécurité informatique, vous serez de grandes aides, de très grandes aides. Nous espérons que déjà à partir du prochain cours, nous sommes en train de mettre les choses en marche pour que vous soyez tous à mesure de le suivre.
préparer vos dispositifs, je vous conseille que il est arrivé à notre connaissance qu'au Burundi, il existe des cybercafés. Il existe des cybercafés. Pour bien suivre le cours, les leçons que nous allons maintenant implémenter nécessitent avoir une connexion à travers d'un poste normal, un ordinateur. Vous pouvez le faire avec votre téléphone mobile, mais il est parfois, les téléphones mobiles adaptent les écrans, l'affichage des écrans à leur dimension. Alors, les informations ne sortent pas exactement comme devant un écran d'ordinateur normal. Donc, je vous conseille si vous devez faire une pratique, faire la pratique dans un cybercafé, là-bas, au Burundi. Donc, le prochain cours sera entrer dans un serveur. Nous devons entrer tous dans un serveur le prochain cours. Je vais vous exposer comment. Je vais vous donner des données pour pouvoir entrer. Et vous allez pratiquer et me donner le compte rendu à n'importe quel moment à travers d'un communiqué. En tout cas, je verrai dans le système dont vous serez parti, je verrai si vous avez travaillé ou vous n'avez pas travaillé. Et alors là, ceux qui ne travaillent pas seront écartés définitivement. On a besoin des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent parce que personne ne sera... Il n'y a pas de livraison, il n'y a pas d'excuses pour ne pas... Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas avoir d'attestation. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas intégrer une équipe qui va entrer dans nos systèmes. Parce que vous n'avez aucune idée. Aucune idée, même si vous vous appelez qui. Si vous ne faites pas les pratiques, vous ne pouvez pas entrer. On ne peut pas avoir suffisamment de confiance pour entrer dans nos systèmes. Donc, il faut absolument suivre ces cours. Tous les cours. C'est très clair. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez avoir accès, et je vais dire, cette formation que vous recevez, c'est utile pour vous dans l'ONG et c'est utile pour vous hors de l'ONG. D'accord? C'est utile pour vous dans l'ONG parce que nous avons besoin de l'équipe qui puisse... Et les pratiques que vous allez faire dans l'ONG vont servir pour dominer les matières. Et lorsque vous allez aller dans n'importe quelle institution privée ou je ne sais pas, vous pouvez gagner votre vie avec ça. D'accord? Moi, ce n'est ce que nous pouvons faire. À vous de faire le jeu. À vous de participer. Et c'est gratuit. C'est gratuit parce que nous pensons que vous pouvez aider l'ONG à se consolider. C'est pour ça qu'on vous donne ce cours. Bien. Voilà, chers amis, on se retrouve à la prochaine et je crois que nous sommes déjà en train d'aller dans des domaines de plus en plus sérieux. Bonne journée.